Bien, bonsoir. Merci d'être venu malgré le grand week-end. Donc ce soir, on accueille Jérôme Bouvier. Je vous rappelle peut-être, avant de présenter rapidement, je vous rappelle quelques événements, mais vous les connaissez quasiment tous. Donc dans 15 jours, le 18 et 19 juin, il y a les portes ouvertes de l'Observatoire. Donc c'est l'occasion de visiter l'Observatoire, mais de parler astronomie bien sûr, mais pas que, parce qu'il y aura des gens comme la LPO, il y aura la FNE, il y aura probablement Météo France, donc ça couvre un domaine assez large. Tu peux baisser un petit coup. Le 5 août, il y a la Nuit des Étoiles, notre traditionnelle Nuit des Étoiles qui va être, comme d'habitude, au fort de Côte-Lorette. Après, ce sera la rentrée. Je vous rappelle qu'il y a quand même un événement intéressant, c'est la Nuit est belle, le 23 septembre. La Nuit est belle, c'est une manifestation qui est faite en coopération avec la ville de Genève et qui est faite pour que certaines communes, en l'occurrence, nous, on en aura une 35-40 communes de la région lyonnaise qui vont éteindre pendant la nuit, et il y aura en parallèle un certain nombre de manifestations. Pas Castrou non plus, puisqu'il y aura différentes associations qui participent. Et puis, ceci, c'est notre dernière conférence. Notre rentrée, c'est le 8 octobre. Et on aura une conférence dans le cadre toujours de la Fête de la Science, et qui portera sur la Lune. Mais la Lune, comme vous ne l'avez jamais vue, je vous laisse la surprise. Ce sera une conférence assez intéressante, je crois. Alors, le conférencier de ce soir, c'est Jérôme Bouvier, qui vient de Grenoble. Il est directeur adjoint de l'IPAG et en même temps il est PI, inspecteur principal du projet Speedy, donc je pense qu'il aura l'occasion d'en parler. Il est rentré au CNRS en 88. Ensuite, il a eu l'occasion de faire des missions assez longues au Chili, à la Silla, et puis à Hawaï sur le télescope France-Canada ou Canada-France. Il rejoint ce qui est aujourd'hui l'IPAG en 92 et depuis il s'occupe notamment de scénarios de formation stellaire, qui est un peu le sujet de ce soir. En 2016, il a obtenu un financement du centre de l'ERC, Centre européen de recherche, pour ce fameux projet Speedy qui est d'augurer de la formation des planètes, mais inscrit à un stade très tôt dans le disque protoplanétaire, avec à la fois une partie métrologie et une partie aussi numérique, avec un développement de modèles assez sophistiqué. Voilà. Donc je vous remercie d'être venu de Grenoble et puis je lui laisse la parole. Merci. D'abord, je vous remercie pour cette invitation. Je suis ravi d'être ici ce soir. Je suis venu accompagné de mon fils, Léo. Si vous avez des questions difficiles, vous lui posez à lui. Et de mon épouse Estelle, qui est aussi astrophysicienne à l'IPAG aussi, qui travaille aussi sur des processus de formation stellaire. Donc je vous remercie de m'avoir invité pour vous parler de la naissance des étoiles et des planètes. Alors j'espère que vous n'êtes pas tous des spécialistes du sujet, parce que je vais commencer avec des choses très basique, disons, en astronomie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une étoile, qu'est-ce qu'une planète. Ensuite, comment pense-t-on que se déroule la formation des étoiles et de façon concomitante à la formation des étoiles, la formation des planètes autour des étoiles. Et puis, je finirai en faisant un petit peu un bilan de ce qu'on sait aujourd'hui des exoplanètes, de la statistique des exoplanètes et de leurs propriétés. Et puis, quels sont les enjeux actuels et ce à quoi on peut s'attendre ou espérer dans les années à venir. Donc, pour démarrer, étoiles et planètes. Donc, vous savez certainement qu'une étoile, c'est une boule de gaz qui tire son énergie de réaction de fusion nucléaire en son centre. Pour que ces fusions aient lieu, il faut que la température centrale soit suffisamment élevée. Au centre du Soleil, est de 15 millions de degrés. Donc, c'est l'hydrogène qui se transforme en hélium et c'est une réaction qui libère de l'énergie. Et par conséquent, cette énergie ensuite migre du noyau du Soleil vers la surface et est libérée sous forme de lumière à la surface de l'étoile. C'est pour ça que les étoiles sont lumineuses. Soit dit en passant, à la vitesse de la lumière, le photon qui est produit au centre du Soleil devrait mettre quelque chose comme quelques secondes pour arriver à la surface. En réalité, il ne met pas quelques secondes, il met 2 millions d'années pour aller du noyau de l'étoile, du centre de l'étoile à la surface. Et la raison, c'est que ce photon, il rencontre des tas d'obstacles en chemin.
et donc il a une marche aléatoire qui fait qu'il met beaucoup de temps pour sortir. Mais une fois qu'il sort, à la surface de l'étoile, il nous atteint en 8 minutes, puisque la distance entre la Terre et le Soleil est de 8 minutes-lumière. Donc les étoiles, c'est des objets qui ont une masse supérieure à 75 fois la masse de Jupiter. Le Soleil, c'est 1000 fois la masse de Jupiter. Une planète, au contraire, c'est un corps qui n'émet pas d'énergie par lui-même. C'est un corps sphérique, en général, qui est en orbite autour d'une étoile, et donc qui n'allume pas de réaction de fusion nucléaire, qui reflète simplement la lumière de l'étoile qui l'éclaire. Donc il y a deux types de planètes, essentiellement. Il y a les planètes qu'on appelle telluriques, rocheuses, et puis il y a les planètes géantes, qui ont aussi un cœur rocheux, plus gros que celui de la Terre. D'ailleurs, Jupiter, alors ici c'est Saturne, mais Jupiter a un noyau qui est de l'ordre de 15 fois la masse de la Terre, et une atmosphère de gaz qui est beaucoup plus grosse que le noyau, et c'est pour ça qu'on ne voit pas, ici il n'y a pas de surface, là, c'est simplement des couches nuageuses dans ces planètes géantes. Alors le Soleil, c'est une étoile ordinaire, au sens où elle n'est ni très massive, ni très peu massive. Hein. Donc la température de surface est 5800 degrés. Elle est composée, comme la plupart des corps dans l'univers, enfin les étoiles en tout cas, et les galaxies, 74% d'hydrogène, 25% d'hélium, et le petit 1% restant, c'est tous les métaux qu'on connaît, c'est-à-dire carbone, azote, oxygène, tout ce qui nous compose en fait, tout ce qui compose aussi la Terre, et tout ce qui fait la vie aussi. Donc une grosse proportion d'hydrogène et d'hélium. L'âge du Soleil, c'est 4,567 milliards d'années, c'est facile à retenir, c'est 4,567. Et donc je vous disais, la masse, c'est 1000 masses de Jupiter. Alors qu'est-ce qui fait qu'un objet est une étoile ou une planète? Ben, le paramètre fondamental, c'est la masse. Parce qu'il faut que l'objet soit suffisamment massif pour qu'il soit assez chaud en son centre pour déclencher les réactions nucléaires. Donc un objet qui a plus de 75 masses de Jupiter atteint une température centrale qui permet de déclencher les réactions thermonucléaires, et ça devient une étoile. Un objet de moins de 75 masses de Jupiter ne déclenche pas ces réactions et donc reste un corps froid. Alors, ce qu'il y a, c'est que les planètes, c'est à moins de 13 masses de Jupiter. Donc vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe entre 13 et 75 masses de Jupiter? C'est un autre type d'objet qu'on appelle les naines brunes, qui sont, alors certains les appellent des étoiles ratées, on peut dire ça si on veut, sont des corps qui déclenchent les réactions thermonucléaires, mais pendant une durée extrêmement limitée, et qui passent leur temps à se refroidir. En se refroidissant, elles émettent un faible rayonnement, mais beaucoup moins qu'une étoile, mais tout de même beaucoup plus qu'une planète. Donc c'est un corps différent d'une planète. Les planètes qu'on connaît le mieux, le système planétaire qu'on connaît le mieux, évidemment, c'est le nôtre. Donc vous avez ici, le Soleil, qui est donc la Terre, donc les 4 planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, puis les 4 planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Alors avant, on avait Pluton, et puis Pluton, en 2013, je crois, a été déclassé par l'Union astronomique internationale, parce que en fait, Pluton, c'est un gros rocher, et des gros rochers comme ça, il y en a quand même beaucoup, on en trouve de plus en plus, des centaines, dans le système solaire, et donc on ne pouvait pas avoir plusieurs centaines de planètes, donc l'Union astronomique internationale a plutôt décidé de déclasser Pluton. Donc il reste 8 planètes dans le système solaire. Ici, la distance totale mesurée en heures-lumière, c'est 6 heures-lumière pour le système solaire, donc 8 minutes-lumière pour Soleil-Terre, c'est une unité astronomique, 6 heures-lumière pour l'ensemble du système solaire, et ça correspond à peu près à 6 milliards de kilomètres. Alors, je vous donne quelques chiffres comme ça pour avoir des repères, mais c'est plus facile de compter en heures-lumière ou en années-lumière qu'en kilomètres, évidemment. Et l'étoile la plus proche, elle, est à 4,2 années-lumière. Donc vous voyez qu'elle est quand même très très loin par rapport à la distance du système solaire. Donc on est vraiment dans un environnement isolé. On est dans l'espace, quelque part, qui est représenté ici. Donc le Soleil, c'est une étoile parmi 200 ou 300 milliards d'étoiles dans la galaxie. La galaxie, elle, mesure 100 000 années-lumière. Et le Soleil, c'est-à-dire nous trouvons environ aux 2/3 entre le centre et le bord de la galaxie, dans un endroit tout à fait quelconque. Le Soleil n'est pas du tout cette étoile jaune là qui est extrêmement brillante. C'est une étoile qui ne serait pas visible sur cette image. Voilà, pas très lumineuse, mais suffisamment pour nous. Donc notre galaxie, c'est une galaxie spirale. Alors dans l'univers observable, il y a des centaines de milliards de galaxies.
qui contiennent chacune des centaines de milliards d'étoiles. Et notre galaxie, vue de la Terre, comme vous le savez, c'est ce qu'on appelle la Voie lactée. C'est-à-dire quand on est à l'intérieur, on ne voit pas une belle spirale comme celle-ci, qui est une galaxie extérieure, qui ressemble à la... Quand on est à l'intérieur de la spirale, on voit la tranche simplement quand on regarde dans le plan de la galaxie. Cette tranche, c'est la trace lumineuse qu'on voit sur le ciel, qui est la Voie lactée, qui est simplement la superposition de milliers d'étoiles qui sont indiscernables à l'œil, mais qui font une faible lumière. Alors, comment les étoiles se forment, ces milliards, centaines de milliards d'étoiles se forment dans la galaxie, dans notre galaxie et dans les autres galaxies. Alors, les galaxies, c'est composé d'étoiles, certes, mais pas que d'étoiles. Dans les galaxies, il y a aussi du gaz et de la poussière. La poussière est toujours mélangée avec le gaz. Il y a à peu près 100 fois plus de gaz que de poussière voilà, dans ces nuages. Et c'est ça qui va être important parce que c'est à partir de ce gaz et la poussière que vont se former les étoiles et puis ensuite les planètes. Et ce gaz et ces poussières, ils sont observés au sein de la galaxie. Si on zoome dans certaines régions, éclairés par des étoiles qui se trouvent au centre. Donc ces nébuleuses, ce sont en fait le siège de la formation des étoiles. Il y en a une que vous connaissez certainement, la nébuleuse d'Orion. Donc vous avez ici la constellation d'Orion qu'on ne voit pas ici, on la voit. Bien sombre et certainement jumelle, et encore plus. Et c'est une nébuleuse qui est à l'échelle humaine. Hein. Si on dit que le Soleil, qui a 5 milliards d'années, est à maturité, eh bien 1 million d'années, ça correspond à 2 jours à l'échelle humaine. Donc ce sont vraiment des structures extrêmement jeunes, et c'est dans ces nébuleuses qu'on va chercher à débusquer des étoiles jeunes pour essayer de comprendre le processus de formation stellaire. Si on zoome encore dans les nébuleuses, vous voyez des parties brillantes à nouveau, hein, qui sont éclairées par des étoiles. Vous voyez les étoiles qui éclairent ici. Et là, elles sont enfouies, on ne le voit pas nécessairement. Mais il y a aussi des parties sombres. Et les parties sombres sont les parties les plus denses de la nébuleuse. C'est ce qu'on appelle les globules de Bock. C'est M. Bock qui les a découverts déjà il y a un petit moment, dans les années 50, je crois. Vous voyez ici, c'est en fait un nuage de gaz et de poussière qui est vu sur un arrière-plan de la Voie lactée. Donc vous voyez toutes ces étoiles de la Voie lactée, mais ce nuage est en avant-plan, et comme il y a de la poussière dans le gaz, la poussière est opaque, elle ne laisse pas passer la lumière. Et du coup, on ne peut pas voir les étoiles qui sont derrière. C'est comme ça qu'on repère ces nuages sombres. Vous avez un exemple sous un fond d'étoiles ici. Ici, un autre exemple sous un fond de nébuleuse gazeuse éclairée par les étoiles. Et c'est dans ces régions extrêmement denses, enfin, en fait, elles ne sont pas denses du tout, mais extrêmement grandes, que vont se former les étoiles. Alors, ce gaz, c'est surtout de l'hydrogène moléculaire parce que c'est des environnements très très froids, hein, il fait à peu près 10 degrés Kelvin, donc 10 degrés au-dessus du zéro absolu, donc des environnements extrêmement froids, extrêmement peu denses, contrairement à ce que je viens de dire. Hein. Là, la densité, c'est 10-19, c'est-à-dire un dixième, de milliardième de grammes par centimètre cube. Un centimètre cube, c'est un dé à coudre. Hein. Un dé à coudre d'air, c'est 1 milligramme. Un dé à coudre d'eau, c'est 1 gramme. Ici, c'est 1 milliardième de grammes, et encore moins que ça. Donc c'est extrêmement ténu, c'est extrêmement froid, mais c'est quand même très très massif parce que c'est très étendu. Ça fait plusieurs parsecs, c'est-à-dire plusieurs dizaines d'années-lumière, et la masse est équivalente à la masse de 10 soleils. Et ce sont dans ces nuages sombres, dans les nébuleuses, que se forment les étoiles. Et j'aime bien cette photographie qui a été prise par le Hubble Space Telescope, il y a déjà un petit moment, ça doit dater, enfin, je ne sais plus, peu importe, où on voit ce nuage sombre ici, et puis en haut du nuage sombre, on voit ces premières étoiles. Ça, c'est une étoile qui vient de se former, quelques étoiles, et on a l'impression de regarder comme un nid avec des œufs là, qui seraient des étoiles qui viennent d'éclore. C'est pour ça que j'aime bien cette photo. Et ces proto-étoiles, on mesure leur âge, et de 100 000 ans, donc extrêmement jeunes, elles viennent vraiment d'émerger de ce nuage. Et toutes ces étoiles de fond dans les nébuleuses, ce sont aussi des étoiles qui viennent de se former. Ces nébuleuses sont des pouponnières d'étoiles jeunes.
Et les propriétés de ces protoétoiles sont très différentes de celles du nuage sombre, puisqu'elles ont déjà une température au cœur qui est de l'ordre de 100 000 degrés, et une densité de 100 grammes par centimètre cube, donc extrêmement dense, hein, c'est 10 fois la densité du plomb cette fois-ci. Et donc toute la problématique de la formation stellaire, c'est de comprendre comment on passe d'un gaz très ténu et très froid à une étoile, une protoétoile dans ce cas-là, très dense et très chaude. C'est-à-dire qu'on passe de 10-19 à 100 grammes, donc on gagne 21 ordres de grandeur, et on passe de 10 degrés au-dessus du zéro absolu à 100 000 degrés. Et donc ça, c'est toute la problématique de la formation stellaire. Alors comment ça se passe? Alors on en a une idée relativement précise aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que ces nuages sombres, sous l'effet d'une perturbation, ils sont instables et ils vont s'effondrer. Les perturbations, c'est quoi? Ça peut être une supernova qui explose dans la région à proximité de la nébuleuse, qui provoque une onde de choc et qui va taper la nébuleuse, en tout cas le nuage sombre dans la nébuleuse, qui est tellement froid qu'il est instable, et cette perturbation va suffire à déclencher son effondrement gravitationnel, c'est-à-dire que c'est la gravité qui va prendre le pas, le nuage va s'effondrer sur lui-même. Il va, en quelque sorte, imploser. Et ici, ce qui se passe, alors il y a deux choses qui se passent pendant l'effondrement gravitationnel. D'abord, il va devenir plus dense, et donc il va se compresser. Quand on compresse un gaz, il s'échauffe. Donc à mesure de l'effondrement, le gaz qui était à 10 degrés va s'échauffer petit à petit. Il va s'échauffer tellement finalement qu'il va atteindre la température de l'étoile. Donc ça, c'est le premier processus, l'échauffement du gaz. Et puis il y a un deuxième effet qui est très important, surtout pour la suite, c'est que ce nuage, à l'origine, il est en rotation. Hein. Tout est en rotation dans l'univers. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures, le Soleil sur lui-même en 26 jours, le Soleil autour de la galaxie en 220 millions d'années. Et ces nuages ici sont aussi en rotation sur eux-mêmes. Alors au début, ils sont très très grands. La rotation est à peine mesurable. Mais à mesure qu'ils s'effondrent, en vertu de la conservation du moment cinétique, qui est un théorème de physique que vous connaissez, ne serait-ce qu'à travers les patineurs. Quand un patineur est sur la glace et qu'il tourne sur lui-même les bras allongés, et que soudainement il met les bras le long du corps, il tourne beaucoup plus vite. C'est la conservation de la quantité de rotation essentiellement, qui fait que quand ça s'effondre, la rotation, le taux de rotation du moment cinétique. Et parce que la rotation, ici le nuage va se mettre à tourner de plus en plus vite sur lui-même, et il va se mettre à tourner tellement vite qu'il ne pourra pas résister à la force centrifuge. Et au lieu de former une seule protoétoile en son centre, en s'effondrant, il va se fragmenter, plusieurs fragments vont apparaître, et chacun de ces fragments va former une protoétoile. Ce qui fait qu'à partir d'un seul de ces nuages sombres, on forme un certain nombre d'étoiles. Ça peut être 2, ça peut être 50, ça peut être 10 000. Il y a des amas qui contiennent plusieurs dizaines de milliers d'étoiles. Donc ça, c'est une chose importante, l'échauffement et la rotation et la fragmentation. Mais la rotation a un deuxième effet, c'est que lorsque le gaz essaye de tomber au centre, à cause à nouveau de la force centrifuge, tout le gaz ne peut pas tomber au centre. Il y en a une partie qui tombe au centre, mais il y en a une partie qui est déviée par la force centrifuge, et donc qui tombe sur les côtés de l'étoile. Et c'est pour ça que lorsqu'une protoétoile se forme, elle est entourée d'un disque ici, donc à nouveau un disque de gaz et de poussière, hein, c'est toujours la même composition. Donc la protoétoile est apparue au centre, et elle est entourée de ce disque de gaz et de poussière qui est le résultat de la force centrifuge durant l'effondrement gravitationnel. Et c'est important parce qu'évidemment, ces disques circumstellaires, comme on les appelle, ça va être là le berceau des planètes. C'est là où vont se former plus tard les planètes. Alors donc voilà une représentation artiste, hein, disons. Donc on a ce nuage qui est en rotation, qui s'effondre, donc qui fait un certain nombre de fragments, et chacun de ces fragments donne naissance à une protoétoile avec son disque. Alors, comment on sait que ça se passe comme ça? Eh bien, parce qu'on met un certain nombre d'équations de la physique qui décrivent tous ces processus, échauffement, rotation, etc., dans un modèle d'ordinateur. Et puis, on fait tourner le modèle et on regarde ce qui se passe. Et je vous montre ici une simulation numérique donc, qui a été effectuée par un collègue qui démarre donc, de cette sphère qui est censée représenter les nuages sombres je parlais précédemment. Vous allez voir, petit à petit, on envoie une instabilité sur un bord du nuage, et ce nuage va commencer à s'effondrer. Vous avez en haut les dimensions, donc il est parti à peu près à 100 000 unités astronomiques, le temps, donc ça c'est à peu près 100 000 ans maintenant, et vous voyez ce nuage s'effondrer,
en tournant sur lui-même, et l'effondrement plus la rotation fabrique des filaments, disons, résulte dans des filaments qui sont plus denses. L'échelle jaune, c'est les endroits les plus denses, c'est l'échelle de densité en bas. Et vous allez voir, donc ça c'est une vue 3D du nuage, on va zoomer ici, et vous allez voir que dans les régions les plus denses, qui continuent à s'effondrer sur elles-mêmes, des étoiles vont se former. Chaque petit point blanc qui vont apparaître, c'est une étoile en formation. Vous voyez que c'est un processus extrêmement dynamique. Elles se forment, puis elles interagissent entre elles. Elles se forment ici, elles se forment ici, elles se forment là, dans le nuage, un peu partout. On forme souvent plusieurs étoiles, et elles interagissent dynamiquement les unes avec les autres. Tout ça, c'est la force de gravitation qui est à l'œuvre ici. Et vous voyez ici une étoile avec son disque. Mais chacune des étoiles, même si on ne voit pas les disques ici, possède aussi un disque circumstellaire. Vous le voyez très bien, tout ça continue à tourner. Et donc au bout de la simulation, au bout d'un temps de quelques centaines de milliers d'années, donc c'est extrêmement court à l'échelle astronomique, on forme un certain nombre d'étoiles dans cette simulation, 50 étoiles. Et ça a demandé 6 mois de calcul intensif sur les ordinateurs les plus puissants de l'époque. Alors maintenant, on fait des choses encore plus sophistiquées, et ça demande toujours 6 mois de calcul intensif sur les ordinateurs d'aujourd'hui. Voilà, donc vous avez une vision 3D d'une région de formation stellaire qui vient de former une cinquantaine d'étoiles. Un nuage de gaz qui s'effondre. Alors ça, c'est un modèle. Maintenant, pour valider, ou au contraire infirmer le modèle, on va chercher à observer ces régions avec le plus de détails possible et de confronter le modèle aux observations. Alors qu'est-ce qu'on utilise typiquement comme outil d'observation? Alors ce ne sont pas les seuls évidemment, ce sont parmi les plus puissants. Et évidemment le télescope spatial Hubble, qui a été lancé en 90, qui est toujours en fonctionnement 30 ans après, qui vient d'être, qui vient d'être remplacé, mais il n'est même pas remplacé. Évidemment, il y a le James Webb Telescope qui vient d'entrer en opération. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors ça, c'est un télescope optique, donc on voit dans le domaine optique. Ça, c'est un télescope infrarouge, le Spitzer, de la NASA aussi. Et ça, c'est Herschel, un télescope infrarouge de l'ESA. Donc les Américains et l'Europe sont très actifs sur les satellites d'observation astronomique. Et l'infrarouge, c'est mieux pour observer les régions de formation d'étoiles, parce qu'à nouveau, ce sont des milieux froids, et on voit mieux les éléments froids dans l'infrarouge. Dans l'optique, on voit plutôt les objets chauds. Ça, c'est dans l'espace. Et au sol, les télescopes qui sont toujours les plus puissants aujourd'hui sont les 4 télescopes géants de l'Observatoire européen austral, qui sont dans les Andes chiliennes, dans le désert d'Atacama. Donc 4 télescopes de 8 mètres qu'on peut utiliser individuellement ou qu'on peut combiner pour avoir encore plus de puissance. Et puis plus près de nous, et surtout plus près de Grenoble, là, l'interféromètre radio du plateau de Bure, qui sont maintenant, alors ça c'est une photo un peu ancienne, maintenant il y a 10 antennes. Et bien sûr, son équivalent encore beaucoup plus puissant à 64 antennes dans les Andes chiliennes aussi, qui est ALMA, dont je parlerai tout à l'heure. Donc on utilise tous ces moyens spatiaux et au sol, en optique, en infrarouge, et ça c'est dans le domaine radio, qui permet bien de voir le gaz très froid ici, pour essayer de tester les modèles. Donc qu'est-ce qu'on observe? Ça typiquement, c'est une image qui a été prise avec une caméra infrarouge au sommet du Mauna Kea à Hawaï. Et c'est une région de formation d'étoiles qui est dans la constellation de Fucus, qui est autour de l'étoile Rho Fucus, je ne suis plus bien sûr de savoir laquelle c'est, qui contient 500 étoiles jeunes, sur lesquelles on a beaucoup travaillé, qui est âgée d'1 million d'années, donc comme la nébuleuse d'Orion. Et vous voyez ici à peu près tout ce qu'on voyait dans le modèle. C'est-à-dire, vous voyez ces nuages sombres, qui n'ont pas encore formé les étoiles, mais par ici, il y a une supernova, enfin, ce n'est pas une supernova, c'est des étoiles très massives qui irradient ce nuage. Et vous voyez la structure en choc d'étrave ici. Ces nuages sont en train d'être déstabilisés. Ils vont former des étoiles. Alors, peut-être pas dans notre durée de vie, mais dans un temps astronomique. Et puis, il y a des étoiles très jeunes. Celle-ci qui est rouge, très, très enfuie. Vous voyez des choses encore qui ressemblent aux spirales des disques là, qui viennent de se former. Et puis, des régions très sombres qui vont continuer à former des étoiles. Donc, il y a une certaine similarité avec les prédictions des modèles numériques. Voilà une autre région. Là aussi, vous avez un certain nombre de nuages sombres ici, et puis un grand ici, voilà, qui vont former des étoiles dans un avenir proche, et puis des étoiles bleues massives qui sont des étoiles extrêmement jeunes, parce que les étoiles très massives ont une durée de vie très courte, et donc quand on voit des étoiles bleues qui sont massives, elles sont bleues parce que ce sont les plus chaudes, on sait que ce sont des étoiles extrêmement jeunes. Donc chaque année, des étoiles naissent dans les régions obscures de la galaxie, donc on peut pas assister à cet effondrement gravitationnel, parce que tout ça est opaque.
mais on voit en amont ces nuages et en aval les protoétoiles qui sont formées, et entre les deux, on développe des théories et des modèles. Il se forme en moyenne 3 masses solaires par an dans la galaxie, c'est-à-dire 3 étoiles comme le Soleil, ou une étoile de 3 masses solaires. Si on zoome encore maintenant sur ces étoiles pour voir quelles sont leurs propriétés. Voilà des images à nouveau du Hubble Space Telescope, du télescope spatial, qui ont été prises en 1999, donc ce n'est pas les plus récentes, mais vous allez voir, on a bien progressé. Mais c'était les premières images de l'environnement des protoétoiles. Donc ces 4, ça c'est une vue d'artiste, et ça sont 4 images prises dans le domaine optique. Et ce qu'on voit ici, en fait, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est la protoétoile qui est au milieu ici, et qui est obscurcie par son disque. C'est-à-dire qu'ici, les modèles prédisent qu'il y a une protoétoile et un disque autour de la protoétoile. Et si vous regardez dans le plan du disque, c'est de la poussière et du gaz, et donc comme c'est opaque, on ne voit pas la protoétoile. Donc ici, le disque sert d'écran naturel à l'étoile qui nous éblouirait, et ce qu'on voit, c'est la région supérieure et inférieure de ce disque ici. Ça, c'est pareil. Donc ça ressemble à des diabolos. Vous voyez ici, la protoétoile est là, elle est cachée, on ne la voit pas, mais on voit très bien la région supérieure et inférieure du disque, et là, encore mieux. Il y a aussi ça ce sont des jets, là, parce qu'en même temps que le disque tombe sur l'étoile, il y a une partie de la matière qui est réjectée, mais je ne vais pas du tout parler, on en parlera plus tard, de ces processus d'éjection. Donc ça, c'était les premières preuves qu'effectivement, toutes les protoétoiles se forment entourées d'un disque, et la taille de ces disques, c'est une centaine d'unités astronomiques, donc c'est supérieur à la taille de notre système solaire. C'était les images qu'on avait en 1999. La révolution est venue dans ce domaine de ALMA, dont je vous parlais. Donc c'est un réseau de 64 antennes qui fonctionnent dans le domaine de radio millimétrique, qui se trouve à 5100 mètres d'altitude dans le désert d'Atacama. Alors pourquoi est-ce qu'on va toujours percher les télescopes très haut? Pour 2 raisons. La première, c'est d'avoir le moins d'air possible au-dessus du télescope, afin d'avoir la meilleure qualité d'image. Et ici, dans le domaine radio, qui est très sensible à la vapeur d'eau, c'est de façon à avoir le moins de vapeur d'eau possible au-dessus des antennes. Donc là, on est d'une part à très haute altitude, et d'autre part dans le désert, qui est un des déserts les plus arides au monde, et du coup, il y a très très peu d'humidité. Hein. Le pourcentage d'humidité, c'est entre 1 et 5% en général, et donc on peut obtenir des données d'excellente qualité, des images en particulier, parce qu'on utilise les 64 antennes simultanément, ça permet d'avoir l'équivalent d'un télescope qui serait aussi grand que les 64 antennes, et ces 64 antennes sont réparties sur plusieurs kilomètres. Alors ici, c'est un réseau compact, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus loin, parce que c'est un plateau très, très étendu dans les Andes chiliennes. Et voilà l'image d'un disque circumstellaire produit. C'est la première image produite par ce réseau en 2014, donc dès sa mise en service. Il a observé une protoétoile. Donc on ne voit pas la protoétoile qui est au centre, enfin elle n'est pas plus brillante que le disque, disons, parce que c'est dans le domaine millimétrique. Je vous disais, le domaine millimétrique, ça voit ce qui est froid, donc le disque est relativement froid. L'étoile est chaude, donc on ne la voit pas en millimétrique, on la voit très bien évidemment en optique. Et en optique, on ne voit plus le disque pour le coup. Et donc on voit ce disque qui est absolument, qui a la forme parfaite d'un disque, bon, qui est vu un petit peu incliné, donc il est elliptique. Et surtout, on voit ce qu'on n'avait pas nécessairement envisagé, des tas de sillons dans le disque, donc des parties plutôt brillantes, où il y a pas mal de gaz et de poussière, et puis des parties qui semblent plus évidées. Voilà, donc ça c'est une des meilleures, enfin c'est la première image spectaculaire, disons, de disque qu'on a obtenue. Et l'ESO, donc ça a été fait par ALMA, j'ai oublié de le dire, ce réseau d'antennes est géré par l'Europe, le Japon, et les États-Unis, parce que ça coûte tellement cher de construire tout ça que maintenant on ne peut plus le faire que tous ensemble. Et donc, l'ESO a fait un communiqué de presse. Alors ça devrait démarrer, voilà, pour remettre ça en perspective. Donc là, on est dans la galaxie, on va se rapprocher du taureau. Vous voyez les Pléiades ici, on dépasse les Pléiades, ceux qui connaissent. Ça, c'est Aldébaran, l'étoile la plus brillante du taureau. Et dans le taureau, au milieu du taureau, il y a ce nuage sombre, qui est une région de formation stellaire dans laquelle se trouve cette étoile Achelto. 2 étoiles ici, Achelto et XZ-TO, qui sont formées au même moment, en même temps. Et on va zoomer ici sur Achelto. On va voir une image du télescope spatial à nouveau, c'est celle-ci. Donc on voit le résidu de l'enveloppe d'effondrement, ici, il y a encore du gaz autour. Et puis au centre de cette enveloppe de résidu,
il y a cette protoétoile qui s'est formée avec son disque circumstellaire. Donc ça, c'était quand même une belle confirmation, disons, de l'existence de ces disques circumstellaires. Alors pourquoi c'est important? Je vous le disais tout à l'heure. À 1 million d'années, on a une protoétoile avec son disque, et puis petit à petit, des protoplanètes et des systèmes planétaires vont se former dans le disque sur des échelles de temps qui sont aussi relativement courtes, hein, peut-être quelques centaines de milliers d'années en fait. On pensait que c'était plusieurs millions d'années, mais semble-t-il, c'est de plus en plus court. Et donc, c'est d'où l'importance de ces disques pour comprendre la formation donc concomitante hein, de l'étoile et des planètes. Donc, je vais venir sur la formation des planètes dans les diapos suivantes. Alors, comment se forment les planètes dans les disques? On a une idée, j'allais dire, assez globale, qui est certainement correcte, mais il nous manque encore de détails dans les processus physiques qui entrent en jeu pour passer de la poussière qui est à l'origine dans le disque à des rochers, puis des planètes. Donc l'idée, c'est quand même que ici, on a une protoétoile avec un disque de gaz et de poussière. Par décantation, donc à nouveau, hein, par force de gravitation, ces poussières ont tendance à s'agglomérer dans le plan médian du disque, ici, autour de l'étoile, pendant que le disque est lentement accrété, hein, il est absorbé, il tombe petit à petit vers l'étoile, et vous verrez que c'est un problème, ou ça peut être un problème. Toujours est-il que la poussière se décante dans le plan médian et finit par s'agglomérer. Ces petits grains de poussière qui sont microniques au départ finissent par s'agglomérer les uns aux autres pour former des rochers. Donc, l'idée hein, de l'agglomération de poussière pour former des corps planétaires. Alors, il y a un certain nombre de problèmes, néanmoins, qui ne sont pas encore totalement résolus. Donc, l'idée, c'est de passer à nouveau de cette poussière donc, qui a une taille de l'ordre du micron, hein, à des planètes qui font 1000 ou plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de diamètre, en passant par des cailloux, par des astéroïdes, etc., qui peuplent le système solaire. Et donc, aujourd'hui, ces modèles d'agglomération de poussière rencontrent deux problèmes. Le premier, c'est ce qu'on appelle la barrière migratoire, c'est-à-dire, je vous disais que le gaz et la poussière tombent vers l'étoile, hein, parce que l'étoile accrète simplement à nouveau par gravitation. Or, quand on calcule la vitesse de chute de la poussière vers l'étoile, c'est extrêmement rapide. Et c'est tellement rapide qu'on ne voit pas bien comment on aurait le temps de former, d'agglomérer la poussière, ne serait-ce que pour former des astéroïdes. Donc ça, c'est une barrière. Il faut comprendre comment la poussière arrive à ne pas tomber trop rapidement sur l'étoile pour qu'elle ait le temps de former des planètes. Le deuxième problème, qu'on appelle la barrière de fragmentation, est assez facile à comprendre. Vous prenez la poussière qui est sous le lit, hop, vous la balayez, vous faites un courant d'air, elle s'agglomère sans problème, celle-là. Okay. Mais maintenant, une fois qu'elle a formé de la poussière plus grosse, voire des cailloux, voire des galets, vous prenez 2 galets et puis vous les lancez l'un contre l'autre. Alors de deux choses l'une, soit vous ne les lancez pas assez fort et ils rebondissent, soit vous les lancez suffisamment fort et ils se pulvérisent. Mais ils ne vont jamais s'agglomérer les 2 galets. C'est ce qu'on appelle la barrière de fragmentation. On a du mal à comprendre aujourd'hui comment on passe des cailloux millimétriques, disons, ou centimétriques, à des objets qui font de l'ordre du mètre. Et ça c'est pas résolu aujourd'hui. Donc il faut croître de 12 ordres de grandeur et essayer de franchir ces 2 obstacles. Alors il y a des pistes. L'une des pistes pour accélérer l'agglomération, c'est qu'on voit bien dans cette image de disque que ce ne sont pas des milieux homogènes. On voit très bien, je vous le disais, hein, il y a des vides, il y a des endroits plus denses. Ici, par exemple, on a, alors le jaune est plus dense que le rouge, on a une zone un peu plus dense que l'autre. Et on pense que dans ces disques, et maintenant on en a des évidences observationnelles, qu'il y a des espèces de vortex, il y a des régions qui attirent au sein du disque le gaz et la poussière. Et donc dans ces régions qui vont devenir plus denses, ça va ralentir la migration de la poussière vers l'étoile. Donc on va faire en quelque sorte des réservoirs de gaz et de poussière qui vont avoir d'une part tendance à se rassembler plus facilement parce qu'elles sont plus nombreuses, et d'autre part à se rencontrer de façon moins violente. Parce que ici, dans ces vortex, alors un vortex ça reste violent, mais à l'échelle astronomique, c'est moins violent qu'une chute par exemple sur l'étoile.
Donc peut-être qu'à l'intérieur de ces vortex, qui sont créés, pour l'instant, on ne sait pas exactement comment, mais à nouveau, qui résultent de la force de gravitation, on arrive à former des points de densité qui sont peut-être susceptibles de franchir les deux barrières de fragmentation et de migration. Donc c'est une piste qui est explorée. Alors j'ai mis deux icônes parce qu'on explore ça à nouveau par des modèles d'ordinateurs et puis on fait des expériences de laboratoire. Et certaines expériences de laboratoire, par exemple, consistent, au lieu de prendre des cailloux, au lieu de considérer des cailloux, c'est de prendre des grains de poussière qui ont des structures fractales. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout solides, mais qui sont au contraire assez meubles, et du coup, quand ils se rencontrent, même à grande vitesse, sont capables de s'agglomérer plutôt que de se pulvériser. Voilà. Donc ça, ce sont les pistes qui sont en train d'être suivies, qui, on l'espère, donneront la solution à ces deux problèmes qu'on rencontre actuellement pour passer des poussières aux planètes. Alors, admettons qu'on a des planétésimaux, c'est-à-dire en quelques millions d'années ou même moins. On forme des objets qui ont la taille d'un astéroïde, par exemple, et ensuite les astéroïdes, eux, en collisionnant, on le voit, en observant les astéroïdes d'aujourd'hui, on voit certains astéroïdes qui ont collisionné et qui sont restés ensemble. Les forces de gravitation sont suffisantes pour les garder agglomérés. Donc une fois qu'on a des astéroïdes, ils peuvent s'agglomérer les uns aux autres et finir par former des planètes telluriques de type de la Terre, donc une masse de la Terre. Et ensuite, en continuant à s'agglomérer, si on atteint 15 fois la masse de la Terre, ce noyau rocheux devient tellement massif qu'il est capable d'attirer le gaz du disque qui se trouve encore autour de lui. Et à ce moment-là, il développe une atmosphère gazeuse et ça donne une planète géante. Donc, suivant la taille du rocher, du noyau rocheux, on a soit des planètes telluriques, si la masse est faible, soit des planètes géantes, si la masse est plus importante. Une fois que la planète est formée dans le disque, que se passe-t-il? Alors, je vous montre à nouveau une simulation numérique. Ce qui va se passer quand on a une planète suffisamment massive, c'est que la planète va ouvrir un sillon dans le disque par effet de marée entre sa propre masse et le gaz du disque. Elle va avoir tendance à repousser le gaz qui se trouve sur son orbite pour former ce sillon. Et ça, c'est une simulation numérique qui a été faite par un collègue au CEA à Saclay. Alors, on est dans le référentiel de la planète. Donc, la planète ne tourne pas, mais en principe, elle tourne autour de l'étoile. L'étoile est ici, la planète est là, et ça, c'est le disque. Et vous voyez que petit à petit, cette planète forme un sillon dans le disque, c'est-à-dire qu'elle évacue le gaz qui se trouve autour de son orbite. Là. Et ça, on en a effectivement maintenant, 2017, donc c'est beaucoup plus récent que les images que je vous montrais précédemment, de disques circumstellaires. Ça, ça a été fait avec un instrument qu'on appelle d'optique adaptative, qui s'appelle SPHERE, donc sur les grands télescopes de 8 mètres à l'ESO. C'est un instrument qui a été développé à Grenoble, en grande partie. Et l'optique adaptative, ça consiste en quoi? C'est que quand on regarde du sol, les images sont brouillées par l'atmosphère. C'est comme quand vous regardez au-dessus d'un feu, les images sont brouillées par les différences de température dans l'atmosphère. L'optique adaptative, ça consiste à enregistrer ces perturbations et à la corriger aussi vite qu'elles apparaissent. Et du coup, on obtient au sol une image de même qualité que si on était dans l'espace, ou quasiment de même qualité, parce que la correction n'est pas toujours parfaite. Et donc, on arrive avec ces systèmes d'optique adaptative, dont celui-là est le plus puissant aujourd'hui, à observer ces disques circumstellaires autour d'étoiles jeunes. Alors ici, on met une pastille, le petit rond gris, c'est une pastille pour cacher l'étoile, parce que sinon, à nouveau, on serait complètement ébloui par l'étoile, on ne verrait pas le disque. Et donc, vous voyez ces disques circumstellaires, et avec une certaine surprise quand même, on s'est aperçu que tous ces disques sont structurés, c'est-à-dire qu'on voit des bras spiraux, on voit des sillons, qui étaient illustrés dans la diapo précédente, on voit des disques qui ne sont pas plans, qui sont un peu tordus, on voit des choses avec des ombres, on voit un petit peu tout ce qu'on veut. Donc il y a vraiment une structuration des disques qui ne sont pas du tout homogènes, et on pense que en fait, tous ces éléments sont sculptés par l'interaction entre des planètes qui seraient déjà présentes dans le disque, mais qui sont beaucoup moins lumineuses que le disque, donc on ne peut pas voir sur ces images, et le disque lui-même. Donc à nouveau, c'est par interaction gravitationnelle que se développe, entre les planètes et le disque, les planètes naissantes et le disque, que se développent ces structures. Alors jusqu'à très récemment, on avait beaucoup de modèles qui décrivaient ça. Et puis une collègue de Grenoble, l'année dernière, en utilisant ALMA, dans sa
configuration la plus étendue, c'est-à-dire qui donne le plus de détails sur l'image. Vous avez cette étoile jaune qui s'appelle PDS 70. PDS, c'est le nom d'un catalogue. Voilà. Donc l'étoile est ici au centre. À nouveau, c'est dans le domaine millimétrique, donc elle n'est pas très brillante. Ça, c'est son disque. Alors vous voyez que son disque, en fait, ici, se réduit à un anneau. Et on le savait déjà, ça, parce qu'on avait vu le disque comme ça, sous forme d'anneau. Et donc on s'est dit, s'il n'y a pas de gaz à l'intérieur, c'est probablement qu'il y a une planète. Et ça, c'est l'image de la planète. C'est la première image d'une planète qui est encore enfouie dans son disque, donc à un âge extrêmement précoce. C'est la première image d'une planète en cours de formation dans le disque. Et ce qui est encore plus beau, c'est que si on zoome sur cette partie de l'image, donc à nouveau l'étoile ici, le bord interne de l'anneau du disque externe, disons, ici la planète, vous voyez qu'elle est entourée de matière aussi, la planète. Alors on ne sait pas aujourd'hui ce que c'est exactement cette matière, parce qu'on n'a pas encore l'information climatique. Il nous faudrait connaître la vitesse de ce gaz-là pour savoir exactement ce que c'est. Si c'est du gaz qui tombe du disque externe sur la planète, parce qu'effectivement, il y a des courants de gaz du disque externe vers la planète, enfin qui traversent en quelque sorte la planète ou l'orbite planétaire qui vont jusqu'à l'étoile. On sait que c'est le cas dans cet objet-là. Donc est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un disque circumplanétaire cette fois-ci, donc susceptible de former des satellites, hein? Vous savez que les planètes géantes, ça c'est une planète géante, hein? C'est quelques fois la masse de Jupiter. Les planètes géantes ont énormément de satellites, ils ont plusieurs dizaines, Jupiter et Saturne. Donc il est possible que ce soit un disque circumplanétaire dans lequel vont se former les satellites, ou bien est-ce que c'est un résidu de formation de la planète? Aujourd'hui, on ne sait pas. Mais c'est la première image d'une planète naissante qu'on a obtenue avec ALMA, qu'on a obtenue tout court, et on espère que GWST le James Webb Telescope, qui vient d'être lancé, va nous en offrir d'autres. Donc je vous laisse regarder ça, c'est une animation, c'est une œuvre d'art, hein, ce n'est pas une image, c'est une simulation d'un système planétaire naissant, comme on l'imagine. Vous voyez des planètes qui se forment ici, des tas de résidus rocheux, évidemment, hein, qui sont les astéroïdes qu'on a encore aujourd'hui dans le système solaire, et puis le disque autour de l'étoile, la proto-étoile centrale. Voilà, on aimerait bien pouvoir faire ça, évidemment, hein, s'approcher autant, mais ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est l'image qu'on a à la fois à partir des théories de formation d'étoiles et de planètes, des simulations numériques sur ordinateur et de l'observation astronomique. Alors, les exoplanètes. Vous savez probablement que la première exoplanète a été découverte en 1995, donc ça fait presque 30 ans maintenant, 27 ans de découverte, et vous voyez le taux de découverte de planètes. Donc voilà, alors ça démarre un petit peu avant 1995 parce que deux planètes qui avaient été détectées autour d'un pulsar, donc d'un objet dégénéré. Mais la première planète autour d'une étoile non dégénérée, c'était 1995. Et donc vous voyez que c'est une croissance exponentielle de découvertes, et chaque discontinuité est due au lancement d'un nouvel instrument, soit au sol, soit dans l'espace. En ce moment, c'est plutôt dans l'espace. Ça, c'est le satellite Kepler, par exemple, qui a conduit à la découverte de près de 4000. Le vert, c'est par une méthode de transit. Je vais venir aux méthodes dans un instant. Tout le vert, c'est des découvertes d'un télescope spatial, le Kepler, qui a été envoyé par les Américains il y a quelques années. Donc on connaît aujourd'hui 5000 exoplanètes. Il y a des milliers d'autres candidats planètes qui sont en attente de confirmation. Et donc ça permet de commencer à étudier leurs propriétés. Alors, avant de passer à leurs propriétés, comment est-ce qu'on les détecte, ces planètes? En général, on ne les voit pas. Hein. Sur les 5000 exoplanètes, on en voit directement peut-être au maximum une dizaine, quoi. Mais toutes les autres, et la plupart, on ne voit pas les planètes. Donc ce sont des méthodes indirectes qui permettent, en observant l'étoile autour de laquelle orbitent ces planètes, en observant l'étoile, d'inférer qu'il y a des planètes, de déduire qu'il y a des planètes autour de l'étoile. C'est en observant l'étoile. Et c'est ce qu'ont fait ces deux astronomes suisses, Michel Mayor et Didier Queloz, en 1995, à l'Observatoire de Haute-Provence. Même en 1995, c'était loin d'être le télescope le plus puissant de la planète. Hein. C'est un télescope qui a été construit après la Deuxième Guerre mondiale, je crois.
Et donc, il n'est pas tout jeune, mais il fonctionne très très bien en même temps, et il est toujours en fonctionnement. Et ces deux astronomes avaient surtout développé un instrument qui permettait de chercher des exoplanètes par la méthode des radiales. Alors, c'est une découverte qui date de 1995. Il y a 2 ans, il a fallu qu'ils attendent un petit peu quand même. Ils ont eu le prix Nobel pour cette découverte. Et c'est totalement justifié, d'abord parce que c'était une méthode extrêmement innovante, ils y ont beaucoup réfléchi, il fallait oser aussi publier le premier résultat. Quand ils ont publié le premier résultat, il y avait quand même, enfin la grande partie de la communauté astronomique a adhéré au résultat, mais il y avait quelques sceptiques, parce que je vais vous montrer ce qu'ils ont découvert, ce n'était pas évident, c'était absolument pas prévu en tout cas. Et puis aussi, je ne me souviens plus ce que je voulais dire, mais enfin ils ont beaucoup de mérite. Donc le prix Nobel, ah oui, parce que ça a ouvert tout un nouveau chapitre en astrophysique, puisqu'en astrophysique, jusqu'ici, on étudiait l'univers, les galaxies, les étoiles, et maintenant on étudie aussi les exoplanètes, les exoplanètes. Et c'est eux qui ont ouvert le chapitre. Alors, comment détecter les étoiles? La méthode qu'ils ont utilisée repose sur l'effet Doppler. Donc l'effet Doppler, à nouveau, c'est quelque chose que vous connaissez en tant que physicien ou pas. Par exemple, quand une ambulance ou un camion de pompiers s'approche de vous, la sirène est plus aiguë et quand il s'éloigne, la sirène est plus grave. C'est-à-dire que la fréquence sonore change en fonction du mouvement. Pour les ondes lumineuses, c'est pareil. Une étoile ou une galaxie qui s'approche de nous paraît plus bleue. Quand elle s'éloigne de nous, elle paraît plus rouge. Et donc, quand une planète orbite autour d'une étoile, alors la planète tourne autour de l'étoile, mais en fait, les deux corps tournent autour de leur centre de gravité commun. Ce qui fait que l'étoile aussi tourne un petit peu autour de ce centre de gravité. Et donc, si on regarde ici, elle s'éloigne, elle s'approche, elle s'éloigne, elle s'approche. Et on peut mesurer ce mouvement en mesurant la couleur de l'étoile par spectroscopie. Comment dit-on, on diffracte la lumière, on répartit la lumière dans ces couleurs, on disperse, merci, la lumière en un spectre. Et donc on peut mesurer le mouvement de l'étoile par son changement de couleur essentiellement. Et ce qu'ont repéré Mayer et Queloz, c'est qu'autour de cette étoile 51 Peg, il y avait un mouvement d'oscillation, donc l'étoile avançait, reculait par rapport à l'observateur. Ils sont aperçus qu'elle faisait ça de façon extrêmement stable, avec une période, je ne me souviens plus quelle est la période, mais c'était quelques jours, et donc de façon extrêmement rapide. Et donc alors ils ont analysé, réanalysé leurs données, ils en ont pris autant qu'il fallait pour se convaincre eux-mêmes de la réalité du signal. Et ils ont cherché des tas d'explications, parce que les étoiles peuvent être actives, donc elles peuvent avoir aussi des mouvements un peu chaotiques, mais pas si stables que ça. Ils en ont déduit que ce mouvement ne pouvait s'expliquer que par la présence d'une planète massive, c'est-à-dire de quelques masses de Jupiter. Et ce qui était très surprenant, en plus, c'était qu'elle était en orbite extrêmement rapide, parce que Jupiter, sa période orbitale, c'est 11 ans, je crois, dans le système solaire. Ici, la période orbitale, c'était quelques jours. Donc un Jupiter, un objet de la taille plus gros que Jupiter, mais très très proche de son étoile. Et c'est ça qui a été la grande surprise. Donc ça c'est une méthode, et la plupart des premières exoplanètes ont été détectées par vitesse radiale. L'autre méthode, qui a pris son envol avec justement la satellisation des télescopes, c'est la détection par transit. Ce qui se passe, c'est que quand une planète passe devant l'étoile, la luminosité de l'étoile décroît, simplement parce que la planète cache une partie de l'étoile. Une petite partie, certes, mais néanmoins qui produit une décroissance de la luminosité de l'étoile tant que la planète passe devant l'étoile. Alors on ne voit pas tout ça, on ne résout pas, mais on peut mesurer la brillance de l'étoile, et quand on s'aperçoit que ça décroît et que ça recroît et que ça fait ça périodiquement, eh bien on se dit qu'il y a un corps qui passe périodiquement devant l'étoile, et on peut mesurer à la fois la taille du corps, et puis ensuite, par des observations complémentaires, déduire sa masse, et donc trouver sa densité, etc. Et donc prouver que ce sont des planètes. Et vous avez ici un exemple réel, celui-ci c'est le seul qu'on puisse voir, devant le Soleil. Ça c'était le passage de Vénus devant le Soleil. Vous voyez, ça c'est quelques heures, ça doit être 2 heures ou 4 heures, je ne me souviens plus. En juin 2004, ça s'est reproduit, je crois en 2011, en tout cas ça s'est reproduit depuis. Et on observait ça, on pouvait observer ça avec un petit télescope dans votre jardin. On avait fait des journées portes ouvertes à l'Observatoire de Grenoble et on observait ça sur le parking. Là. Et donc cette méthode de transit, qui nécessite une précision extrême, parce que vous allez voir, alors ça nécessite dans l'espace, c'est très difficile de mesurer des transits depuis le sol.
il faut mesurer la brillance de l'étoile avec une très très grande précision. Et donc ça se fait plutôt avec un certain nombre de satellites qui ont été développés dans ce but-là, en particulier TESS, CORO, sans doute CORO de l'ESA, TESS pour la NASA. Maintenant, le James Webb va faire ça en partie. Et puis surtout, alors KEOPS, qui a été envoyé il y a quelques années, qui est en cours d'opération. TESS est toujours en opération. Et puis le prochain gros satellite sera beaucoup plus gros. Ça sera Plato. Plato, c'est un satellite qui est envoyé par l'Agence spatiale européenne, qui va ne faire que ça, qui dans un seul champ de vue va avoir plusieurs centaines de milliers d'étoiles, et toutes les minutes ou quelque chose comme ça, va observer la brillance de ces quelques centaines de milliers d'étoiles pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années même, et regarder où se trouvent, détecter des transits. Donc ça, ce sera la prochaine grosse manip de l'ESA. Il doit être lancé en 2026 et devrait fonctionner pendant des années et des années. Alors, pourquoi il faut aller dans l'espace? Parce que ça, c'est un vrai transit planétaire, vous voyez. Et alors, le niveau de l'étoile est à 1, quand il ne se passe rien, et quand la planète passe devant, il passe à 0,9996. Donc, ça veut dire qu'il faut détecter des variations de brillance qui sont de l'ordre du millième, voire du 10 millième, et parfois moins, si on veut détecter, ça dépend quelle est la taille de la planète. Des Jupiters passant devant leur étoile font des transits assez profonds, mais une exotère qui passe devant son étoile fait un tout petit transit. Donc il faut vraiment avoir la pression extrême, et c'est ça que fournissent ces satellites ici. La troisième méthode, qui est évidemment mais aussi la plus difficile, c'est ce qu'on aimerait, c'est voir les planètes directement, c'est-à-dire pouvoir avoir une image de la planète. Alors pas simplement pour avoir une image, mais si on a une image, ça veut dire qu'on peut analyser les photons qui viennent directement de la planète et donc commencer à faire des études spectroscopiques pour voir quelle est la composition chimique de son atmosphère, quelles sont ses propriétés, etc. etc. Or ça, c'est très difficile pour deux raisons. Parce qu'une planète, c'est au moins 1 million, voire 100 millions de fois moins lumineux que l'étoile. Donc déjà, il y a un contraste. Ici, l'étoile est obscurcie par un coronographe, et pourtant, ça reste très brillant. Et ça, en réalité, ce n'est pas une planète, ça, c'est une naine brune. Donc c'est beaucoup plus brillant qu'une planète. Donc un contraste extrêmement défavorable. Et non seulement ça, mais en plus, les planètes se trouvent évidemment très très proches de l'étoile, puisqu'on les voit de très très loin. Donc c'est comme si on essayait de voir depuis Dunkerque une bougie à côté d'un phare à New York, par exemple. Vous voyez, c'est ce genre de défi technologique pour faire de l'imagerie. Donc il faut de l'optique adaptative. Il faut aussi des interféromètres, c'est-à-dire combiner, comme on le fait avec ALMA et comme on le fait aussi avec les télescopes de 8 mètres au Chili, plusieurs télescopes qui sont distants, donc avoir l'équivalent d'un télescope de diamètre supérieur, pour être capable de faire ça. Et alors l'optique adaptative, c'est quand même la spécialité, je sais que je fais beaucoup de publicité, mais de l'observatoire de Grenoble, et l'interférométrie aussi, parce que finalement, historiquement, cet observatoire a été développé, en tout cas consolidé dans les années 90 pour mettre au point des méthodes d'imagerie, d'optique adaptative et d'interférométrie. Et vous avez ici une des premières images, sinon la première, il y en a eu 3 dans la même semaine, au mois de novembre 2008, par compétition évidemment. Ça, je vous montre l'image qui a été prise par une collègue grenobloise. Il y avait une autre image d'un autre objet, avec 3 planètes autour, prise par une équipe américaine. Donc il y a toujours cette saine compétition entre les Européens et les Américains. De laquelle on n'a pas du tout à rougir, au contraire, on est plutôt en général pionnier en la matière. Et ce que vous voyez ici, alors je vous décris, c'est une étoile qui s'appelle Beta Pictoris, qui est la deuxième étoile de la constellation du Peintre, dans l'hémisphère sud, qui se trouve à 70 années-lumière. Donc ici, c'est une image d'optique adaptative. On a caché l'étoile en mettant une pastille ici, donc on ne voit pas l'étoile. Ici, on a toute une zone qu'on a nettoyée, disons, des résidus de l'étoile. Et puis ça, c'est le disque qu'on connaissait depuis 1985, celui-là. C'est un des disques les plus anciens qu'on connaît. Et ce qu'on voit ici, c'est la planète qui se trouve à une distance de 8 unités astronomiques, donc 8 fois, un peu comme Jupiter en réalité, 8 fois la distance Soleil-Terre, et qui a une masse de 8 fois la masse de Jupiter. Donc c'est une grosse planète. Et ce sont ces grosses planètes qui sont relativement lumineuses, disons qu'on arrive parfois, rarement, mais parfois, à détecter directement. Et alors, ce qui est beau, c'est que cette équipe a continué à observer cet objet d'année en année. Vous voyez, ça, c'est donc l'étoile est toujours là, cachée, derrière le coronographe. Ça, c'est en 2014, 2015. Et vous voyez que petit à petit, la planète se rapproche de l'étoile. Pof, elle passe
derrière, entre 2016 et 2018, elle passe derrière le coronagraphe, et en 2018, elle réapparaît de l'autre côté. Donc ça prouve vraiment, et ça permet évidemment de suivre le mouvement orbital, et donc de mesurer les propriétés, la masse de la planète, etc. Et ça prouve surtout que c'est une planète en orbite autour de son axe. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé jusqu'ici en utilisant ces différentes techniques? On a trouvé donc plus de 5000 exoplanètes à ce jour, à peu près 10 000 jours après la découverte en 95 de 51 Peg. Donc, vous voyez, ça fait à peu près une planète tous les 2 jours, si on veut faire une statistique, une nouvelle planète tous les 2 jours. Ces 5000 planètes, elles sont réparties dans 3800 systèmes planétaires, dont certains contiennent jusqu'à 8 planètes. Je vous montrerai quelques exemples. Et il y a une très grande diversité des objets exoplanétaires. Ça va de 0,5 fois la masse terrestre, donc des planètes qui sont plus petites que la Terre. Aujourd'hui, on arrive à détecter jusqu'à une dizaine de masses de Jupiter, et puis après, on détecte les naines brunes, mais ce ne sont plus des planètes. Et on connaît aujourd'hui à peu près 200 planètes similaires. Alors, ça dépend ce qu'on met derrière le mot similaire à la Terre, hein, c'est-à-dire qu'elles ont la masse, disons, moins de 10 fois la masse de la Terre, et un rayon moins de 5 fois la masse de la Terre. Donc des planètes qui sont probablement, pour la plupart, avec des surfaces solides, et donc susceptibles éventuellement d'abriter la vie, et je viendrai sur ce sujet un petit peu plus tard. Et donc, avec cette... alors évidemment, on observe les étoiles qui sont proches du Soleil, hein, on n'observe que notre banlieue, parce que c'est là où on voit le mieux tout de même, mais on peut extrapoler la statistique des 5000 planètes pour déduire qu'en moyenne, dans la galaxie, les 200 ou 300 milliards d'étoiles dans la galaxie, presque chaque étoile a une ou plusieurs planètes. Et ce qui est vrai de notre galaxie est vrai dans les autres galaxies, bien évidemment. Alors, quelques exemples de systèmes planétaires. Ça, c'était un des premiers systèmes découverts qui est composé de 3 planètes géantes. Vous voyez, ça c'est alors 75% de la masse de Jupiter, 2 fois la masse de Jupiter, 4 fois la masse de Jupiter. Alors bon, des planètes géantes, pourquoi pas, mais ces 4 planètes géantes, elles se trouvent très proches de leur étoile, surtout ces deux-là, parce que vous voyez qu'ici, à la même échelle, c'est le système solaire. Donc les 4 sont à peu près à l'intérieur de l'orbite de Mars, alors que notre Jupiter, il est beaucoup plus loin. Donc on peut avoir un certain nombre de planètes proches de leur étoile. Alors c'est pas pour la petite histoire, hein, pour être un petit peu plus technique peut-être, aujourd'hui, au début, quand 51 Peg B a été découverte très proche de son étoile, on ne comprenait pas très bien ce qu'elle faisait là. Et aujourd'hui, on a des modèles qui montrent que ces planètes géantes ne peuvent pas se former proche de l'étoile, puisqu'il n'y a pas assez de matière dans le disque près de l'étoile. Il faut qu'elles se forment. Et puis petit à petit, par interaction gravitationnelle entre la planète et le disque, la planète migre lentement vers l'intérieur du disque pour s'approcher de l'étoile. Donc c'est ce qui se passe dans ces systèmes planétaires. C'est ce qui s'est passé à l'origine de notre système solaire aussi. Jupiter et Saturne sont formés plus loin. Ils ont migré vers l'intérieur. Ils ont failli tout balayer à l'intérieur, donc on ne serait pas là pour en parler. Mais par chance, en migrant toutes les deux, Jupiter et Saturne, vers l'intérieur, à un moment, elles se sont retrouvées en résonance, c'est-à-dire qu'elles avaient des orbites commensurables. Et grâce à cette résonance, elles sont reparties un petit peu plus loin. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Parce que la vie est formée, et pour des tas d'autres raisons qui ne tiennent qu'au hasard. Donc ce n'est pas nécessairement une nécessité. Il y a un mélange de la nécessité de la formation des planètes, puisque apparemment toutes les étoiles ont des planètes, mais beaucoup de hasard, en tout cas dans le cas de la formation du système solaire. Un autre système dont vous avez sans doute parlé, qui est TRAPPIST-1. En février 2017, il a fait la une de Nature, mais aussi de tas de journaux. Voilà, de la presse et des journaux télévisés. C'est un système qui a été découvert par un collègue belge, avec un petit télescope placé dans les Andes chiliennes aussi. C'est un système, cette fois-ci, de 7 planètes qui ressemblent à la Terre, telluriques, hein, qui sont un peu plus petites ou un peu plus grosses que celles de la Terre, et qui sont à nouveau, ça c'est pas à l'échelle, vous voyez que ces 7 planètes ici sont dans cette région-là autour de leur étoile. Donc elles sont bien à l'intérieur de l'orbite de la planète Mercure, de notre système solaire. Donc à nouveau, des systèmes extrêmement compacts, extrêmement riches, hein, puisque là il y a 7 planètes, il y en a peut-être d'autres d'ailleurs qu'on n'a pas encore détectées, parce qu'on ne les détecte pas les 7 à la fois, on en détecte une ou deux, les deux plus grosses. Après on enlève le signal de ces deux-là, et puis on regarde dans les résidus, et on s'aperçoit, tiens, il y en a encore 2 autres, et on enlève le signal, puis on s'aperçoit, tiens, il y en a encore une autre, et puis encore une autre, et puis encore une autre. C'est pour ça que je n'ai pas mis ici, mais ce système complet, il a fallu plusieurs années pour s'apercevoir. Et si ça se trouve, il y en a encore d'autres, soit entre celles-ci, soit à l'extérieur du système. En tout cas, ce type de système, avec
un certain nombre de planètes super-Terre ou mini-Neptune, comme on les appelle, extrêmement compactes. Ça semble être les systèmes planétaires les plus communs dans notre galaxie. C'est ce genre de système qui a été découvert préférentiellement par le satellite Kepler. Le système le plus riche, c'est Kepler 90, donc Kepler à nouveau, hein, c'est le nom de ce satellite qui les découvre. 8 planètes en orbite autour d'une étoile qui est semblable au Soleil, cette fois-ci, ce qui n'était pas le cas de la précédente. Hein. La précédente, l'étoile était beaucoup moins massive, beaucoup plus faible que le Soleil. Et ici, vous avez un mélange donc de planètes géantes, ici, de type Jupiter ou super-Jupiter, et mini-Neptune ici, ou Neptune et mini-Neptune, et puis quelques planètes telluriques. Donc vous avez toute la panoplie des planètes, à des distances aussi relativement compactes, parce que vous voyez que celle-là tourne en 7 jours autour de son étoile, donc l'année fait 7 jours sur cette planète, donc elle est très très proche de l'étoile, et ça, 332 jours, donc presque une année. Si on met ça à l'échelle, en fait, ce système, à l'échelle du système solaire, voilà le système solaire, avec la Terre ici, et bien, tout ce système-là se trouve à l'intérieur de l'orbite de la Terre. À nouveau, planète tellurique, mini-Neptune, disons, ou Neptune, comme Neptune, et Jupiter. Donc on a cette immense diversité, et à chaque fois qu'on découvre un système planétaire, il est différent des autres, et surtout, il est différent du nôtre. Voilà une statistique de ces populations d'exoplanètes. Donc vous avez ici un graphe qui montre la masse des planètes. L'unité, c'est la masse de Jupiter, en fonction de la période orbitale. Donc j'ai représenté ici les planètes du système solaire, donc Jupiter ici, Saturne ici, donc voilà une masse de Jupiter ou un peu moins, une période orbitale de plusieurs milliers de jours, de quelques années, et puis la Terre ici, qui est beaucoup moins massive que Jupiter, hein, 300 fois moins massive que Jupiter, et une période de 365 jours. Et voilà les planètes détectées. Alors, la première chose qu'il faut dire dans ce diagramme, c'est qu'évidemment, on voit plusieurs populations de planètes, et on voit surtout un grand vide ici. Mais ce grand vide, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de planètes. Ce grand vide, ça veut dire qu'on n'est pas capable aujourd'hui de détecter des planètes qui seraient dans cette zone-là du diagramme. Alors, on espère y arriver dans le futur, mais pour l'instant, on n'en est pas capable. Vous voyez que les planètes pour lesquelles on a une image sont celles-ci. Vous voyez que ce sont celles qui sont le plus loin de leur étoile. C'est ça qui nous permet de les voir, sinon on serait ébloui par l'étoile. Et puis, ce sont aussi les plus massives et donc les plus lumineuses. Ça, ce sont les quelques planètes pour lesquelles on a une image. Et vous voyez que la grande majorité de planètes, alors il y a 3 populations. Il y a des planètes massives, donc géantes, qui sont sur des orbites relativement lointaines, un peu comme Jupiter, ou un peu moins loin de leur étoile que Jupiter. Il y a ce qu'on appelle des Jupiters chauds, c'est-à-dire des planètes de la masse de Jupiter, mais qui sont très proches de leur étoile, qui tournent autour de leur étoile en quelques jours. Alors elles ont chaud parce que voilà, elles sont chauffées par l'étoile, donc ça ce sont des Jupiters chauds. Et puis on a, alors peut-être les plus intéressantes, tout dépend de la perspective, des terres. Donc vous voyez, certaines planètes ici ont la masse de la Terre, voire moins que la masse de la Terre, ou des super-terres, pas mal de super-terres là, qui ont une dizaine de fois la masse, ou quelques fois la masse de la Terre, ou une dizaine de fois la masse de la Terre, qui elles aussi sont extrêmement proches de leur étoile. Vous voyez, à des périodes d'orbitales, entre 1, parfois moins d'un jour. Certaines tournent en 0,2 jours, en 10 heures, quoi. Autour de leur étoile, l'année dure 10 heures. Et puis, entre 1 et 10 jours, typiquement. Alors, les enjeux actuels, c'est... alors, il y en a plein, hein. Ce qui est très à la mode, et puis ce vers quoi on tend, c'est de rechercher des exoplanètes qui ressemblent à la Terre, qui pourraient être habitables, et je vais définir ce que c'est que ce qu'on appelle la zone d'habitabilité, et qui pourraient présenter évidemment des signes d'activité biologique. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Alors là, il faut vraiment les instruments les plus puissants. On a la chance, depuis peu de temps, d'avoir le James Webb Space Telescope au point de Lagrange, et le James Webb fonctionne très bien. Ça a été vous avez sans doute suivi ça. Il a été envoyé, replié sur lui-même dans une fusée Ariane, je crois. Et puis, il l'a envoyé au point de Lagrange, donc au-delà de la Lune, là. Et il s'est déplié petit à petit, d'abord ces écrans, là, les panneaux solaires, et le télescope lui-même, qui est formé de miroirs segmentés.
Donc le miroir du télescope et son araignée ici, le miroir secondaire, se sont développés. Donc c'est quand même une sacrée prouesse technique. Ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et puis, ce qu'on espère avoir demain, c'est la même chose, mais avec plusieurs éléments, plusieurs télescopes de ce type-là, qu'on pourra combiner les uns les autres pour avoir encore une meilleure résolution, encore plus de détails sur les images. Et c'est vraiment ça qui pourra faire des images d'exotères éventuellement. Donc ça, c'est en préparation, c'est en cours de conception. Je vous montre la première image obtenue par le James Webb, qui est celle-ci. Donc c'était le 16 mars 2022. Et ça, c'est la première image qu'ils ont faite pour voir si ça fonctionnait correctement. Et c'est une image qui est absolument super parce que d'abord, on voit une étoile. Alors on voit cette forme étoilée ici, qui est en fait la diffraction de la lumière sur les supports du miroir secondaire. Et ils sont absolument parfaits, hein, c'est exactement ce qu'on attend. Et non seulement ça, mais on voit des tas de galaxies d'arrière-plan, là, absolument magnifiques, des images très très pointues, donc ça fonctionne parfaitement. Tout est très bien réglé. Ce qui était difficile, c'était de cophaser les miroirs. Il faut que le miroir global prenne une forme extrêmement précise. Et donc chaque segment doit être extrêmement bien phasé avec ses voisins et l'ensemble du télescope. Donc tout ça, c'était très difficile et c'est parfaitement réussi. Il faut quand même saluer l'affaire. Alors, chercher peut-être de la vie. Alors, où est-ce qu'on est susceptible de trouver de la vie s'il y en a ailleurs que chez nous? Eh bien, on a défini le concept de zone habitable. Alors, quand je dis on, c'est les astrophysiciens, mais c'est aussi en collaboration avec les physiciens et tout un tas de gens pour savoir quelles sont les conditions propices au développement de la vie. Ou en tout cas nécessaires, pas nécessairement propices, mais nécessaires au développement de la vie. Et une des conditions, c'est d'avoir une surface liquide, de l'eau ou autre surface liquide, et préférentiellement, en tout cas sur la Terre, de l'eau. Et c'est comme ça qu'on définit ici la zone habitable. C'est la distance qui sépare la planète de l'étoile, de manière à ce que l'eau soit à l'état liquide à la surface de la planète. Si vous êtes trop près de l'étoile, par exemple sur Mercure ou sur Vénus, l'eau est sous forme de vapeur, éventuellement, s'il y a de l'eau, elle est sous forme de vapeur, mais pas sous forme liquide. Si vous êtes trop loin, l'eau est sous forme de glace, en tout cas à la surface, et pas sous forme liquide. À l'intérieur, ça peut être différent. Sur certains satellites des planètes géantes, il y a des océans de glace, des surfaces de glace, et il y a peut-être des océans liquides, certainement des océans liquides en dessous. Donc voilà la zone habitable, hein, c'est ici une définition extrêmement restrictive, disons, de ce que ça peut être. Donc vous voyez que dans une étoile comme le Soleil, la Terre, heureusement, se trouve dans la zone habitable. Mars y est trouvé un moment, mais elle n'y est plus, depuis un bon milliard d'années. Mais si vous allez vers des étoiles plus chaudes, la zone habitable est plus loin, parce que voilà, vous chauffez plus loin. Et si vous allez vers des étoiles qui sont les plus communes de la galaxie, les étoiles les plus communes, c'est des étoiles pas comme le Soleil, mais de la masse moitié celle du Soleil, eh bien la zone habitable est plus proche. Et ça tombe bien, parce que ces systèmes de planètes telluriques compactes que je vous ai présentés précédemment, on les trouve autour de ces étoiles. Et donc, ils sont susceptibles, en tout cas pour certains d'entre eux, de se trouver dans la zone habitable. Alors voilà une statistique de la détection de ce qu'on appelle des exoplanètes telluriques, donc avec une surface solide tempérée. Alors, par tempérée, c'est qu'on pense être dans la zone habitable. Et donc, alors la définition ici est variable, hein, mais ici, ce sont des planètes qui ont moins de 5 fois la masse de la Terre, moins de 1,5 fois le rayon de la Terre, et qui reçoivent au maximum 5 fois l'illumination que reçoit la Terre du Soleil. Et vous voyez qu'en 2010, on n'en connaissait pas, et que 10 ans plus tard, on en connaît plusieurs dizaines, et peut-être aujourd'hui plus que ça encore. Alors, on ne sait pas à quoi elles ressemblent, hein. Tout ça, c'est des illustrations d'artistes sur les surfaces planétaires, mais ça, c'est une liste véridique des premières planètes, des exoplanètes potentiellement habitables, similaires à la Terre. Et il se trouve qu'il y en a une qui s'appelle Proxima Centauri b, qui gravite autour de l'étoile la plus proche du Soleil. Ça tombe bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même 4 années-lumière, 4,2 je crois exactement. Et donc, en admettant qu'elle soit habitée par une civilisation intelligente, on pourrait lui envoyer un signal. Le signal mettrait quand même 4 ans à leur parvenir. Et puis, s'ils nous répondent, ça mettra encore 4 ans. Vous voyez, allô? Oui, 4 ans, 8 ans, oui. Comment allez-vous? 8 ans, ouais.
Ça met un peu de temps, quoi. Mais enfin, c'est pas inimaginable, quoi, hein. Ça, là, au moins, on a la chance. Et puis, vous voyez ici, 13 années-lumière, quand même, toutes ces étoiles, évidemment, hein, par construction, à nouveau, je vous le disais, on regarde les étoiles les plus proches du Soleil, et donc, par construction, on va trouver des exotères relativement proches du Soleil. Alors, une fois qu'on a détecté ces exotères, on peut espérer détecter des signes d'activité biologique. Alors là, c'est loin d'être évident, hein. Vous avez entendu la controverse sur Vénus l'année dernière, où une équipe américaine avait prétendu détecter de la phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Alors déjà, la détection elle-même est controversée, et puis même si elle était réelle, la phosphine, semble-t-il, il y a des processus purement chimiques et non biologiques qui permettent éventuellement, sous certaines conditions, de former de la phosphine. C'est quelque chose où c'est difficile d'être sûr que c'est un signe d'activité biologique. Toujours est-il que si on compare les atmosphères de Vénus et de Mars, ici, à celles de la Terre, en spectroscopie, vous voyez qu'en dans l'atmosphère de Vénus, on voit du CO2, dans l'atmosphère de Mars, on voit du CO2, dans l'atmosphère de la Terre, on voit aussi du CO2, et puis on risque d'en voir de plus en plus, malheureusement, mais on voit aussi de l'eau dans l'atmosphère et de l'ozone, O3. Et ça, l'ozone, sur Terre en tout cas, c'est le résultat d'un processus d'activité biologique, c'est le résultat de la photosynthèse. Donc on pourrait se dire, ben voilà, on va essayer de mesurer par spectroscopie la composition chimique d'une exoplanète et voir si par exemple on détecte à la fois de l'eau déjà, et ça on commence à en détecter de l'eau dans l'atmosphère des exoplanètes, et puis une signature biologique de ce type-là. Alors maintenant c'est devenu plus compliqué parce qu'en réfléchissant un peu plus, on s'aperçoit que ça, c'est pas nécessairement non ambigu, ça peut être ambigu, donc il faudrait détecter ça et d'autres choses en même temps, simultanément dans le spectre, pour commencer à pouvoir penser que peut-être c'est un signe d'activité biologique. Donc c'est compliqué, mais on est sur ce chemin et on commence effectivement, grâce à une nouvelle instrumentation, à être capable de mesurer des compositions chimiques d'atmosphère planétaire, uniquement pour des exoplanètes géantes pour l'instant, mais avec JWST ou les interféromètres spatiaux, quand ils seront là, du type de celui-ci, sur des exotères. Je vais m'arrêter là. Donc le bilan, c'est que les 25 dernières années, depuis la découverte de 51 PEG, ont vu des progrès considérables concernant les exoplanètes, mais aussi sur la formation des étoiles et des planètes, sur l'origine de ces objets, sur les processus de formation. Le premier disque protoplanétaire extrasolaire détecté en 1995, les premières super-terres détectées en 2007, les premières images d'exoplanètes en 2008. De populations exoplanétaires qui disent que, d'une part, il y en a partout, et d'autre part, elles ne se ressemblent pas du tout. Il y en a une très très grande diversité. Donc l'un des enjeux majeurs dans les prochaines années, c'est la recherche de planètes extrasolaires de type Terre en zone habitable et la caractérisation de leur atmosphère. Et c'est pour ça qu'on développe des tas d'instruments, donc TESS qui est en cours de fonctionnement, James Webb qui l'est maintenant, Cheops qui est en cours de fonctionnement, Plateau et encore plus tard peut-être des interféromètres spatiaux. Donc voilà où on en est. Ça c'est un petit retour en arrière, fin du XVIe siècle, là, où Giordano Bruno, qui était un disciple de Galilée, écrivait plutôt, il existe une quantité innombrable de soleils et de terres tournant autour de leur soleil, comme les 7 planètes de notre système, parce qu'à l'époque ils n'en connaissaient que 7. Nous ne voyons que les étoiles parce que ce sont les corps les plus gros et les plus lumineux, mais leurs planètes nous demeurent invisibles parce qu'elles sont plus petites et sombres. Et ils n'en savaient rien, et aujourd'hui on sait que c'est effectivement le cas, qu'il y a des planètes quasiment chaque étoile de la galaxie et qu'on ne les voit pas, ou difficilement avec les meilleures technologies du moment, parce qu'elles sont plus petites et plus sombres. Il continue en disant que les mondes innombrables qui peuplent l'univers ne sont ni pires ni moins habités que notre Terre, et ça, c'est encore à attendre. Alors peut-être pas 5 siècles, hein, mais peut-être encore quelques décennies, ça peut aller plus vite aussi, pour savoir si on trouve effectivement des exoplanètes qui sont susceptibles d'abriter des formes de vie. Alors tout ça, c'est exoplanètes. Il ne faut pas oublier la nôtre. Ça, c'est une image de la Terre vue par Voyager 1, le 14 février 1990, alors qu'il s'éloignait de nous, hein, puisqu'il a quitté le système solaire. Donc, il se trouvait à l'époque à 6 milliards de kilomètres de la Terre. Il s'est retourné
Il a pris une photo de la Terre, voilà. Alors ça c'est de la lumière diffusée, là, les bandes lumineuses. Et donc la Terre, comme l'a appelé Carl Sagan, qui est un peu le Hubert Reeves américain, hein, il a dit, voilà, ce pale blue dot, ce point bleu pâle, là, voilà, bah, c'est, regardez encore ce petit point, c'est ici, c'est notre foyer, c'est nous. Donc nous, on est là. Il disait, notre planète est une infime tache solitaire, enveloppée par la grande nuit cosmique, vous voyez, hein, on est vraiment très très isolé. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, rien n'indique qu'une aide viendra d'ailleurs nous sauver de nous-mêmes. Et je trouve, alors c'est une phrase qui date de 1994, elle résonne aujourd'hui où on connaît les difficultés climatiques, pour ne citer que celle-ci dans nos sociétés, et comme il le dit, il n'y a pas de plan B, hein, aucune aide ne viendra d'ailleurs, donc il faut qu'on soit suffisamment raisonnable pour s'en sortir tout seul. Voilà, donc je vous remercie de votre attention, et si vous avez des questions, je réponds avec plaisir. Le micro est branché, Bertrand? Il est branché? Ouais. Ben, je vais peut-être poser la première question. On a parlé de disques protoplanétaires. Comment on explique le nuage de Oort qui... Enfin, c'est peut-être pas la référence, mais... Le nuage de Oort, alors effectivement, il y a plusieurs... Il y a des planètes dans le système solaire. Il y a ces résidus d'astéroïdes qui sont aussi dans le plan du système solaire, qui sont des planètes, en particulier entre Mars et Jupiter, qui n'ont pas pu, des astéroïdes qui n'ont pas pu s'agglomérer pour faire une planète à cause des forces gravitationnelles de Jupiter surtout et de Mars de l'autre côté. Et puis, englobant tout ça, à plusieurs dizaines d'unités astronomiques, il y a le nuage de Oort, qui est un nuage plus ou moins sphérique et qui est probablement aussi le résidu de la formation du système solaire. Et c'est de là que viennent les comètes, par exemple. Donc c'est comme ça qu'on arrive à le sonder, quand certaines de ces comètes arrivent plus proches de nous. Et alors, je crois que ce n'est pas complètement clair l'origine du nuage de Oort. Ça peut être par interaction dynamique, parce que tous ces rochers continuent pendant des millions, voire des dizaines, voire des centaines de millions d'années, à être en interaction dynamique les uns avec les autres. Et du coup, quand vous avez énormément de petits corps qui interagissent dans le système solaire, vous pouvez avoir des rencontres à 3 corps, par exemple, où 2 corps s'assemblent et le troisième est éjecté. Et donc, quand vous éjectez un corps, il peut partir, il finira par former cette espèce de bulle autour du puits de gravité qui est le Soleil, le système solaire et le Soleil lui-même, et donc il restera là, un peu en suspension, qui sera le résultat des éjections dynamiques qui ont eu cours alors, de façon prépondérante pendant la formation du système solaire, parce que les petits corps étaient beaucoup plus nombreux, et qui ont toujours cours aujourd'hui. Est-ce que le modèle de Nice peut être une partie de l'explication? Alors le modèle de Nice, je ne suis pas sûr qu'il traite le nuage de Oort. Le modèle de Nice, il traite ce que je mentionnais très brièvement, c'est-à-dire la migration de Jupiter et Saturne, c'est-à-dire la formation de Jupiter et Saturne loin du Soleil, qui ont migré, qui sont entrés en résonance, et donc ils sont repartis et qui se sont stabilisés sur leur orbite actuelle. Et cette migration de Saturne et Jupiter, des planètes géantes, a induit un certain nombre de résonances à l'intérieur du système solaire, et c'est là où on trouve les familles d'astéroïdes aujourd'hui, qui sont restés bloqués sur cette orbite-là par les résonances évolutives, j'allais dire, de Jupiter et Saturne au moment de la formation du système solaire. Donc ça, c'est le modèle de Nice, ouais, qui a beaucoup de succès pour expliquer des tas de propriétés, bon, mais qui aussi, encore certains détails restent à élucider. Par exemple, Mars, ce n'est pas complètement facile à comprendre. Ce n'est pas tellement facile de comprendre non plus pourquoi il y a de l'eau sur Terre et pourquoi il y en a eu sur les planètes telluriques internes, parce que ce qui se formait, pour les rochers qui ont formé ces planètes telluriques étaient secs, pense-t-on. Donc est-ce que l'eau a été amenée plus tard par les astéroïdes? Est-ce que c'est les comètes? Ça reste des problèmes qui sont très débattus. Il y a plusieurs écoles, hein, il y a plusieurs théories. Voilà, ça reste encore des domaines de recherche actifs aujourd'hui. Oui, je pense. Alors, je ne suis pas un spécialiste des planètes du système solaire, mais oui, je pense qu'on sait mesurer la densité des planètes du système solaire, hein, puisqu'on connaît leur masse, on connaît leur taille, donc on connaît leur densité moyenne. Et c'est clair que ce n'est pas l'atmosphère gazeuse
qui permet d'atteindre cette densité. Donc il faut nécessairement un noyau métallique, rocheux, alors rocheux je ne sais pas, mais métallique certainement, oui, ça peut être à l'état liquide, dans le cœur à la fois de Saturne et de Jupiter. Oui, ça on le sait. Avec la méthode des transits, on peut pas facilement détecter des planètes qui ont une révolution supérieure à 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oui, et en vitesse radiale, c'est pareil, parce que ce que mesure la vitesse radiale, c'est la période orbitale, c'est la période de révolution. Et les transits aussi, il faut que l'objet passe plusieurs fois pour qu'on soit sûr que c'est un transit, parce que des petits signaux comme ça peut venir de l'étoile aussi. Et c'est pour ça que dans la partie inférieure, c'est pour ça que les transits, dans le diagramme que je montrais, ils sont à des périodes très courtes, parce que comme ça, on voit plusieurs passages, et on n'a pas du tout détecté de transit à des périodes orbitales supérieures à quelques années. Parce que les transits, cette méthode, ça a démarré il y a quelques années. Et donc, mais à mesure que ça continue, et ça continue maintenant avec plusieurs satellites, hein, donc plus ça va, plus il y a d'observations de type transit. Et donc plus la base de données, plus la base d'observation est longue, plus on trouvera des objets par transit. En même temps, la probabilité d'un transit diminue avec la distance de la planète. Parce que quand la planète est très proche, quelle que soit son inclinaison par rapport à nous, on a une chance de la voir passer devant l'étoile. Si la planète est très loin, il faut vraiment qu'elle soit dans le plan de l'étoile pour qu'on la voie passer devant, parce qu'il suffit qu'elle soit un petit peu inclinée pour qu'elle passe plus devant l'étoile. Et donc, même avec des très longues, on détectera quand même beaucoup moins de transit. En revanche, la méthode de vitesse radiale reste valable, et elle a commencé en 1995, donc ça fait presque 30 ans maintenant. Donc on est capable maintenant de détecter des Jupiters à la distance de Jupiter, et on en détecte. Et puis il y a un autre satellite dont je ne sais pas parler, dont j'aurais dû parler là. C'est Gaïa, là. C'est le satellite qui a été envoyé en 2013 par l'Agence spatiale européenne, qui observe continuellement tout le ciel et qui a déjà produit 2 catalogues, qui produit le 3e dans une semaine, et qui peut mesurer très précisément, cette fois-ci pas le mouvement de l'étoile vers l'observateur, mais le mouvement tangentiel de l'étoile. Et s'il y a une planète, l'étoile bouge tangentiellement aussi. Et cet instrument, ce télescope spatial, Gaïa, est le plus performant pour mesurer ces petits mouvements. Et donc, dans ce catalogue, ou dans le suivant, parce qu'il continue à observer, ils seront capables de détecter des tas de planètes, par mouvement réflexe, par astrométrie. C'est une nouvelle méthode, j'aurais dû en parler parce que ça va, dans une semaine, je pense qu'il y en aura déjà, et puis ça va vraiment se développer. Et ça, c'est une méthode très puissante aussi. Alors le mouvement est d'autant plus grand que la planète est loin, et par conséquent, là aussi, ça va détecter des planètes lointaines. Donc ça sera très complémentaire des autres méthodes. Le champ magnétique des étoiles par effet Zeeman est-elle une technique utilisée dans la détection des exoplanètes? Alors, je suis content que vous me posiez la question parce que nous, on est en plein là-dedans. Hein. On a avec des collègues toulousains qui ont développé ces méthodes de mesure de champ magnétique par spectropolarimétrie. Donc, c'est à la fois de la spectroscopie et de la polarimétrie. On mesure et on a des grands programmes sur le télescope Canada-France-Hawaï depuis 10 ans maintenant pour mesurer les champs magnétiques des étoiles jeunes, justement, ces étoiles dont je vous parle, qui forment des planètes dans leur disque. On mesure leurs propriétés magnétiques. Est-ce que ça nous permet des exoplanètes? D'une certaine façon, oui, parce qu'en mesurant le champ magnétique par effet Zeeman, l'effet Zeeman, c'est l'élargissement des raies spectrales dû à un champ magnétique intense. Voilà. Et donc, on mesure cet élargissement, on peut remonter à l'intensité et à la topologie du champ magnétique, comme sur le Soleil. Hein, on voit si c'est un dipôle, si c'est plus compliqué que ça, etc., etc. Et on mesure les vitesses radiales en même temps. Et du coup, on mesure l'activité de l'étoile et les vitesses radiales. Et les vitesses radiales sont, s'il y a une planète, elles vont varier, hein, c'est l'effet Doppler. Mais si l'étoile a une activité magnétique, ça fait aussi varier la vitesse radiale. Et en faisant les deux à la fois, on peut s'affranchir, en mesurant le champ magnétique, du signal magnétique pour ne récupérer que le signal dû à la planète. Alors effectivement, et c'est ce qu'on a fait, hein, c'est ce que font les collègues de Toulouse, là, et ils en ont détecté ces dernières années. D'ailleurs, c'était les premières
exoplanètes détectées autour d'une étoile jeune par cette méthode qui allie vitesse radiale et mesure du champ magnétique. Pas d'autres questions? Oui. Rien dit, Bertrand? Bon. Eh bien, écoutez, on vous remercie. Merci. On finira par trouver la vie. Par trouver quoi? La vie. Ah,